Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, merci de nouveau pour votre venue au lieu unique, au foyer Haut. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir au CNAM Pays de la Loire pour cette rencontre avec Bernadette Binsaud-Vincent, qui est déjà venue en fait à Nantes, qui avait déjà répondu à une invitation que nous avions faite pour évoquer la notion de progrès. D'ailleurs, évidemment, ce soir, la question du progrès sera évidemment en arrière-plan. Donc, je suis Xavier Noël, responsable du pôle culture scientifique et technique. Et donc, merci pour votre venue. Merci au lieu unique de nous accueillir de nouveau. Et puis également, merci à Frédéric Lafont qui fait une captation vidéo. Donc, vous pourrez retrouver la captation de cette rencontre sur le site du CNAM Pays de la Loire. Bientôt aussi, quand ce sera fait, on l'avait évoqué la dernière fois, sur le site du Collège des transitions sociétales. Et voilà, donc nous avons le parti pris de mettre à disposition évidemment tous les contenus qui sont produits lors de ces rencontres. Donc merci également au Conseil régional des Pays de la Loire de nous soutenir pour ça. Alors donc nous avons un cycle de conférences qui a pour axe, on l'a appelé la citoyenneté à l'heure de l'Anthropocène. Et dans ce cadre-là, ça nous a semblé intéressant de s'intéresser à la question du temps. Alors pourquoi est-ce que quand on parle d'Anthropocène, on doit s'intéresser à la question du temps ? Parce qu'il y a le temps du réchauffement climatique, et vous savez bien qu'on parle d'urgence climatique. Voilà. On parle évidemment aussi du temps de l'épuisement des ressources, et puis tout ça confronté au temps de l'action humaine le temps de l'action humaine qui peut paraître finalement assez fragile ou difficile face à des enjeux considérables comme cela. Voilà, donc il y a l'urgence climatique, et puis on voit d'autres choses, hein. On parle aussi de la nécessité d'action immédiate, voilà, et d'action durable, donc action immédiate, durable, de grande ampleur. Donc tout ça, ça interroge évidemment des questions temporelles. Alors si la question temporelle est cruciale au regard du changement climatique, certainement le climat nous oblige à repenser un certain nombre, enfin à repenser nos capacités d'action et notre amplitude d'action, hein. Et donc, quels sont les cadres temporels qui réellement nous permettent d'agir, hein, de penser et d'agir, hein. Donc, c'est ce dont on va parler beaucoup ce soir. Et puis à cela s'ajoute le fait que quand on parle d'Anthropocène, donc alors je ne sais pas si on doit dire que c'est une ère ou un âge. Est-ce que c'est une ère? C'est une époque, voilà. Une époque de l'Anthropocène, et donc, comme vous savez, époque de l'Anthropocène, dans laquelle l'humain est responsable, pleinement responsable de sa capacité à poursuivre son existence dans le milieu dans lequel il est, compte tenu d'un certain nombre de paramètres. Alors, on parle évidemment du temps de l'urgence climatique, mais il y a d'autres urgences, hein, et donc on va peut-être commencer par ça, c'est-à-dire qu'à cette urgence climatique, on parle aussi, il y a évidemment une urgence, il y a eu une urgence sanitaire récemment, mais il y en a bien d'autres. Donc on peut peut-être commencer par ça. Quelles sont les différentes facettes de l'urgence? Voilà. Et donc Bernadette Binsaud-Vincent est une philosophe historienne des sciences, donc professeure et émérite à Panthéon-Sorbonne, donc c'est Paris 1. Voilà, et donc, depuis longtemps, vous travaillez sur ces questions. Et donc, nous avons été vraiment enthousiasmés, oui, par une publication récente, un temps paysage. Donc, déjà, évidemment, cette notion de temps paysage, ça nous a beaucoup intrigués, intéressés. Et on va en savoir plus, évidemment, au cours de cette rencontre. Voilà. Donc, on va être en mode discussion, en quelque sorte. Je vais vous poser des questions, les unes après les autres. Dans le déroulé de la soirée, on aura un temps, on va faire en deux parties, en fait. D'abord, après un certain nombre de questions auxquelles Bernadette Binsaud-Vincent sera invitée à répondre, on prendra un temps d'échange avec vous, et puis ensuite on fera une deuxième partie pour aller un peu plus loin, et de nouveau un temps d'échange. Voilà, donc la question du temps des urgences, comment l'appréhender? Merci d'abord de cette invitation. Et j'espère que nous aurons une bonne discussion. Ce qu'on appelle le temps de l'urgence, c'est
c'est ce temps dans lequel nous sommes tous, du fait qu'il y a des crises à répétition. Il y a eu la crise financière de 2008, suivie de la crise écologique ou la crise climatique qui devient de plus en plus alarmante au fil des rapports du GIEC. Il y a eu la crise sanitaire, mais tout cela est sur fond d'une crise aussi plus personnelle, vécue par beaucoup de personnes, de citoyennes et de citoyens, qui est ce sentiment que tout change trop vite, que ça s'accélère et qu'il faut sans arrêt s'adapter. Et ça, c'est un peu ce qui est le fond de toutes ces crises, à savoir l'idée qu'on ressent tous personnellement qu'il y a des changements, les appareils changent, les logiciels changent sans arrêt, et on est obligé les réglementations changent, et tout va trop vite, et plus ça va vite, et plus on manque de temps. Et c'est un peu ça qui y est. Plus on a d'appareils et d'outils pour gagner du temps, on a des avions, des TGV qui nous permettent de faire de plus en plus vite, ok, et des smartphones qui nous permettent de communiquer en temps réel avec, etc. Mais au bilan de tout ça, eh bien, on a l'impression que plus ça va, moins on a de temps. Et on n'a pas le temps de s'adapter au changement, on perd des repères. On a l'impression d'être embarqué dans une course un peu folle qui est dénuée de sens et qu'on n'a plus la maîtrise du temps qui passe. Et c'est ça un petit peu ce temps de l'urgence. On n'a plus la maîtrise du temps qui passe, on est sans arrêt sous pression et finalement on est sous pression de on ne sait pas quoi d'ailleurs, une sorte de main invisible comme la main invisible du marché. Et ça, c'est la course folle du progrès qui fait qu'on ressent un petit peu ça. Alors il y a des gens très bien qui ont analysé ça, notamment le sociologue de l'école de Francfort, Hartmut Rosa, qui a écrit un livre qui s'appelle L'accélération, notamment, et qui analyse cette accélération sous 3 rubriques. D'abord, une accélération des changements techniques, qui impose une accélération des rythmes de vie. Et ces rythmes de vie, on les ressent très profondément, mais aussi une accélération politique, c'est-à-dire une sorte d'instabilité politique qui fait que les règles sont obligées de changer, les normes sont obligées de changer, les États sont obligés de décréter des états d'urgence, on l'a vu pendant la crise du Covid, et finalement, on est dans un état d'instabilité permanente. Et un autre collègue, le philosophe Bernard Stiegler, a souligné les effets sociaux engendrés par la succession effrénée des innovations technologiques qui changent notre environnement technologique. Et cette déstabilisation permanente, expliquait-il, je dis expliquer puisque malheureusement il est décédé, a court-circuité les possibilités même de socialisation, de délibération et d'élaboration des projets. Et c'est ce qu'il appelle une absence d'époque, alors qu'on est dans l'époque de l'Anthropocène, un moment où nous ne pouvons plus partager d'horizons communs vers lequel tendre collectivement. Et donc, en fin de compte, c'est la société qui se disloque avec ces changements. Et ça, c'est un thème très, très important, je trouve, que les changements permanents font que la société, le tissu social lui-même est miné parce que finalement, on a besoin d'une certaine durée, de durée à la fois des objets techniques, de durée des institutions, pour que la société elle-même puisse avoir un tissu cohérent et social. Et c'est ça qui est aujourd'hui en péril. Et je crois que c'est un petit peu ça qui a été
le, le germe de l'intensité des réflexions qu'il y a sur le temps. Parce que je ne suis pas la seule à écrire sur le temps, hein. Il y a quantité de livres qui sont parus sur le temps au cours des dernières années. C'est la grande affaire du XXIe siècle. Je crois que la question du temps, c'est une question qui devient prioritaire. Autant la question de l'espace a été déterminante au XXe siècle, comme le disait Michel Foucault, autant la question du XXe siècle, c'est le temps. Gérer le temps, vivre le temps. Et pourquoi ? Parce que cette accélération des changements a été comme le feu rouge là, qui a sonné l'alarme et qu'on va vers le mur. Voilà. Ça, c'est une expression qu'on entend souvent. Hein, on fonce vers un mur, mais on fonce à toute allure vers un mur. Voilà. Donc le temps lui-même est en crise. Donc le temps lui-même est en crise, oui, si je peux dire. Ces crises répétées, on ne peut pas avoir des crises répétées. Une crise, par définition, c'est un moment dans la durée. Et au contraire, là, on est en crise permanente. Donc une crise chronique, ça s'appelle une maladie. Hein. Le temps lui-même est malade. Et je crois que le temps est malade parce que justement, c'est le climat qui est malade. Le temps en français, comme dans les langues latines, hein, comme en espagnol, en portugais, en italien, c'est le même mot qui dit le temps qui passe et le temps qu'il fait. Deux choses qui a priori n'ont aucun rapport. Le temps qui passe, c'est le temps chronologique, le temps de l'horloge, ou le temps des calendriers. Et en anglais, c'est time. Le temps ou en allemand, c'est Zeit. Le temps qu'il fait, en anglais, c'est Wetter, Wetter en allemand. Et ça n'a aucun rapport, que je sache, avec le temps de l'horloge. Et voilà, mais les langues latines ont gardé le même mot. Et je pense qu'il y a quelque chose que la crise climatique nous révèle. C'est que la crise du climat météo, du temps qu'il fait, enfin la météo, ce n'est pas le climat, d'accord, hein, mais la météo est concernée, a un rapport avec le climat, eh bien je pense que la crise du climat et la crise du temps, avec tous ces épisodes violents que nous avons depuis quelque temps, des épisodes de sécheresse, des épisodes d'inondation, des typhons, des cyclones, etc., la violence du climat et de la météo aujourd'hui est l'expression d'une crise du temps, ou réciproquement, la crise du temps qu'on ressent à travers ce temps d'urgence est la contrepartie du climat. Donc c'est le lien entre ces deux crises qui m'a vraiment incité à me lancer dans ce livre et à réfléchir sur le temps. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe là, sur la planète Terre, et notre rapport sensible au temps, ce qu'on appelle le temps subjectif? Donc ce temps objectif, qui est le temps des météores, qui est le temps du climat, qui nous préoccupe beaucoup, puisque le climat est rentré aujourd'hui dans les problèmes politiques et sociaux, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose là qui s'est noué. Oui, alors pour revenir à cette notion de progrès, parce que je crois que vous parlez, alors je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou un autre écrit, donc la flèche du progrès qui se serait retournée en fait contre nous. Et donc, comment ne pas évoquer aussi ces notions d'effondrement, etc., mais avec des effondrements sur lesquels vous portez quelques réserves. Oui, la crise du climat a précipité un courant aujourd'hui qui est très important en France, d'ailleurs beaucoup plus que dans d'autres pays. Il faudrait réfléchir d'ailleurs pourquoi, je ne sais pas. Il y a en France un courant qui s'appelle l'effondrisme, ou par anglicisme le collapsisme, et qui est un courant extrêmement populaire. Si vous allez sur les sites internet, si vous avez
l'art de perdre du temps sur Internet, hein, perdre du temps encore. Bon. Mais c'est souvent quand même intéressant. Ce courant est extrêmement vigoureux en France. Il a beaucoup d'adeptes, il y a plusieurs sites. Et notre ex-ministre de l'Environnement, qui s'appelle Yves Cochet, est président de l'association Momentum, qui est une association très collapsiste, justement. Et Yves Cochet a commis un ouvrage qui s'appelle L'effondrement, je crois, qui explique qu'on va dans le mur, oui, que les infrastructures de notre société et de nos sociétés en général vont s'effondrer d'ici 2030 avec famine, migration, épisodes de sécheresse, épisodes violents, etc. Donc ça va être l'effondrement des infrastructures sociales et que cet effondrement des infrastructures sociales, qui est déjà en cours, hein, d'une certaine manière, va provoquer une sorte de renaissance en 2050. Les quelques humains qui auront survécu à la crise climatique, eh bien, ceux-là vont créer une nouvelle société plus humaine, hein, avec permaculture, plus en harmonie avec la nature, etc., etc. Donc, c'est un courant qui est très intéressant, ce courant collapsiste, parce qu'en réalité, alors il y en a d'autres courants collapsistes, qui est plus celui-là d'extrême gauche, enfin qui se dit d'extrême gauche, parce que je me demande où il est à gauche, qui dit que c'est l'effondrement à la fois du climat, de la société, mais aussi du capitalisme, et surtout du capitalisme néolibéral. Et donc ce courant, lui, il est accélérationniste. C'est-à-dire que ça change trop vite, tout va mal, etc. Mais il faut pousser encore plus l'accélération. Ils ont fait le manifeste accélérationniste. Il faut pousser plus encore l'accélération pour hâter l'effondrement, pour hâter le collapse et avoir une renaissance après. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la flèche du progrès s'est complètement renversée. Il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait encore croire au progrès. Maintenant, plus personne ne croit au progrès. On vous regarde comme un fossile si vous croyez encore au progrès. Et en revanche, le collapsisme est très à la mode. Mais le collapsisme, en réalité, renoue avec un vieux thème culturel qui est celui de l'apocalypse. La catastrophe, c'est l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est le début d'un temps nouveau dans la Bible. L'apocalypse, c'est le début d'un temps nouveau qui est le temps de l'après, le temps de l'après-apocalypse, qui est le temps de la réconciliation avec le Messie, etc., etc. Donc, on est dans un schéma qui est le schéma biblique, qui a été laïcisé à partir du XVIIIe siècle, puisque la flèche du progrès, en réalité, c'est le temps de l'attente de la venue du Messie, mais c'est un temps où les humains prennent en charge le temps. C'est plus le Dieu qui décide du temps, c'est les humains. Le temps de la modernité, c'est le temps des humains qui prennent en charge le futur. Le futur, il ne vient plus de Dieu, comme dans le temps chrétien, mais il vient des humains qui se prennent en charge et qui s'émancipent de la nature. Ça, c'est ce que nous expliquent les historiens comme Reinhard Koselleck ou François Hartog, qui ont montré qu'il y a une historicité du temps, que notre notion du temps et notre notion du futur, en fait, elle a varié dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et maintenant, depuis le XVIIIe siècle, on est dans le temps de la modernité. Et ce temps de la modernité, eh bien, il est en train de virer au temps de la post-modernité. Et autant le temps de la modernité, c'était le temps
où toute l'histoire était orientée vers le futur. C'est-à-dire que la perspective du futur donnait un sens au passé et au présent qu'on vivait. Et ça, depuis le XVIIIe siècle, la flèche du progrès, c'était ce temps de la modernité. Eh bien, elle s'est retournée aujourd'hui, elle s'est retournée en temps de la catastrophe. La catastrophe annoncée, elle est annoncée pour 2050, elle est annoncée pour 2030, on aura un réchauffement de 2 degrés. C'est demain, c'est tout de suite. Et donc, on est dans ce schéma-là, temps de la catastrophe ou temps du progrès, mais c'est le même temps. C'est le même temps, c'est-à-dire le temps qui court, le temps linéaire, le temps de la chronologie. C'est le même temps, c'est le même schéma, qu'il aille vers le progrès, qu'on soit croyant au progrès ou croyant à la catastrophe, eh bien on est toujours des croyants dans un seul et même temps qui est le temps chronologique. Oui, donc ça c'est un modèle de temps unique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un modèle chronologique qui est un temps unique et c'est de ça dont il faut se libérer. Hein. C'est en quelque sorte c'est ça. C'est du moins ce que j'essaye d'avancer. Je pense que on ne sortira pas de ce cercle vicieux du temps du progrès qui se retourne en temps de catastrophe, mais c'est toujours le même. C'est un temps qui est vectorisé, orienté par l'idée qu'il y a une fin des temps. Il y a un télos, il y a une fin des temps. Et soit c'est le progrès indéfini, on va devenir surhumain. Hein, des gens qui, vous savez, qui pronosent qu'on peut devenir surhumain, on va télécharger des machines dans notre cerveau, etc. Et voilà, c'est le temps du surhumain ou d'un progrès indéfini, ou bien c'est la catastrophe et tout s'effondre. Eh bien, je pense qu'il faut repenser notre rapport au temps. Et pour le repenser, peut-être sortir de la métaphore, puisqu'on ne pense toujours le temps que par métaphore. Le temps qui court, le temps qui est un long fleuve ou un torrent tumultueux. On ne peut le penser et le vivre qu'à travers des métaphores. Et donc j'ai proposé cette autre métaphore qui est la métaphore du temps-paysage. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? Un paysage, ce n'est pas une scène pittoresque qu'on regarde de loin. Ça, c'est le paysage de la peinture des musées. C'est pas ça. Un paysage, et le temps-paysage, c'est une sorte de bricolage que j'ai fabriqué, qui est inspiré par plusieurs sources. Premièrement, et la plus importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un paysage en écologie. La deuxième, c'est qu'est-ce que c'est qu'un paysage dans la tradition chinoise classique. Vous avez de très beaux paysages en Chine classique. Vous savez, ces paysages qu'on voit dans les estampes ou japonaises ou chinoises. Eh bien, si vous regardez, je vais commencer par ça, puis après par le temps paysage, qu'est-ce que c'est que le paysage écologique ? Parce qu'il y a un lien, en fait. Un paysage en Chine classique, si vous avez ces visions des paysages, c'est quelque chose qui est un milieu de vie. Ce n'est pas une scène pittoresque. Non. C'est un milieu qui vit. Il y a des forces. Il y a la force du vent. Il y a la force de la mer. Vous vous rappelez ce paysage où il y a la fameuse vague, hein, qu'on a vu refleurir après Fukushima, enfin après le typhon. Pourquoi ? Parce que c'est un système de tensions, de forces diverses, de forces dynamiques qui sont diverses. Il y a la force du vent, il y a la force de la mer. Et c'est un milieu où il y a toujours des personnages intégrés. C'est un milieu de vie pour des personnages qui sont souvent dépassés d'ailleurs par les forces en présence. Et c'est ce qu'explique très très bien François Julien, qui est à la fois un philosophe et sinologue, et qui étudie la civilisation chinoise en comparaison de la civilisation
occidentale, et qui montre très bien qu'en Chine, il n'y a même pas un mot pour dire temps. Le mot temps n'existe pas en Chine. Mais il y a des paysages temporels. Il y a des paysages qui sont dynamiques et où il se passe quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'était la première source. Et le paysage en écologie, c'est un agencement d'écosystèmes. Et ces écosystèmes sont tous en évolution, en dynamique. Et c'est un agencement d'écosystèmes qui ont chacun leur temps. Et il s'agit de composer des temporalités diverses. Il s'agit de mettre en tension, de faire cohabiter, de faire coexister, d'agencer, de composer des temporalités diverses. Et c'est cette idée de temporalité diverse, attachée aux choses du monde, attachée aux choses qui composent la planète. Nous, avec notre temps social, qui est le temps des sociétés humaines. Mais ce temps des sociétés humaines, il doit composer avec le temps des cycles du carbone, qui règlent la température de la planète. Il doit composer avec le temps de la planète elle-même, le temps de la vie, le temps des vivants, etc. Et les vivants eux-mêmes ont plusieurs temps. Et donc, qu'est-ce que c'est que la crise actuelle ? La crise actuelle, la crise du climat, qui est analysée par les auteurs de l'Anthropocène comme étant le résultat d'une grande accélération. Le fait qu'au cours des 2 derniers siècles, on a libéré beaucoup de carbone dans l'atmosphère en brûlant des énergies fossiles. Et donc, c'est le résultat d'une accélération. Et comme on a libéré du carbone dans l'atmosphère, ça provoque un effet de serre et donc un réchauffement climatique. Voilà leur explication de la crise climatique. Mais je pense que c'est encore une vue courte. Parce que ce qui est à l'origine de la crise, ce n'est pas seulement une grande accélération. Oui, il y a le fait qu'effectivement, on a libéré beaucoup de carbone dans l'atmosphère, mais c'est aussi, surtout, le fait que les océans, les sols, ne peuvent plus capter ce carbone, servir de puits de carbone, parce que tous les cycles ont été perturbés. Le cycle du carbone a été perturbé, mais plusieurs cycles du carbone ont été perturbés. Le cycle géologique, le cycle biologique, le cycle cosmique du carbone. Le carbone lui-même, c'est plusieurs cycles. Donc, il y a plusieurs temporalités. Le carbone lui-même vit sur plusieurs temps. Enfin, vit. Je ne devrais peut-être pas dire vie, parce que c'est un élément inerte. Mais il circule sur plusieurs temps dans la planète. Il a plusieurs temporalités. Nous-mêmes vivons. Nous vivons sur plusieurs temps. Je vis sur le temps des rythmes circadiens, diurnes et nocturnes. Je vis sur le temps des saisons. Je vis sur le temps de la Lune, puisque les cycles hormonaux sont souvent calqués sur les cycles de la Lune. Donc moi-même, je suis un complexe de temps. Mon corps est un complexe de temps. Et vous savez bien que quand on est en décalage horaire, on vit aussi sur le temps social. Et quand on est en décalage horaire, tous ces temps biologiques que j'ai en moi sont en conflit avec le temps social. Donc nous vivons tous sur plusieurs régimes de temporalité et plusieurs cycles de temps. Et donc peut-être que la crise globale, aujourd'hui, c'est autant une crise de conflit des temporalités que de crise d'accélération. Oui. Alors quand on est sur cette multiplicité des temps, en quelque sorte, donc avec la notion de temps-paysage, on a un présent qui est plus dense, mais il est plus dense du fait aussi de la densité de la mémoire, mais aussi de futurs possibles. On est bien dans ce dialogue-là aussi, entre passé, présent et futur. C'est-à-dire que dès lors qu'on a
une multiplicité des temps, on enrichit aussi, bien sûr, sa relation avec le passé et le futur. Ça va jusque-là ou pas? Vivre sur plusieurs temps, c'est sentir à travers ça la multiplicité, et c'est en même temps constituer un passé et constituer un futur. Mais c'est le vivre d'abord au présent. Je veux dire que face à toute la préoccupation aujourd'hui qui est entièrement tournée vers le... On sait qu'il va y avoir une catastrophe. On sait qu'en 2050, si on continue, on va dans le mur puisqu'on aura un réchauffement de 2 degrés. Et un réchauffement de 2 degrés, ça n'est plus... La Terre n'est plus habitable. OK. On vit dans ce futur, et donc tout le travail des prospects, comment on dit, des prospectivistes, voilà. Tout le travail des pros, c'est toujours pro, vous savez, on est toujours dans les promesses, le pro. Eh bien, on est toujours tourné vers le futur, et que ça consiste à dire, voilà, étant donné qu'on ne veut pas avoir 2 degrés, eh bien, voici les verrous qu'il faut lever pour éviter cette catastrophe. Et donc, on procède à partir du futur pour agir au présent. Et ça fait depuis des décennies qu'on fait ça. Depuis les prospectivistes de la corporation Rand, après la Deuxième Guerre mondiale, et depuis qu'on est dans la guerre froide, on n'en est pas sorti, on est de nouveau dans la guerre froide. Eh bien, depuis, on est toujours tourné vers le futur, et on pense le présent par rapport, et l'action présente par rapport au futur. Mais peut-être qu'il faudrait mieux analyser tout ce paysage actuel des temps multiples qui sont entrelacés et essayer de voir s'il n'y a pas des possibles. Nous, citoyens, est-ce que nous n'avons pas à explorer les possibles en étudiant le temps présent comme un paysage? Regardons, moi je me suis livrée à ça pendant la crise et le confinement qui a tout arrêté. Voyez donc ça. Alors que les experts du GIEC nous enjoignent, on dit ça, oui, nous prescrivent depuis des années et des années au fil des COP 21, 22, 23, 24, 25, de prendre des mesures et d'arrêter de continuer à prendre l'avion, à surfer sur Internet toute la journée, etc. Parce qu'on consomme de manière irrémédiable de l'énergie qui est une énergie fossile qui réchauffe la planète. Voilà. Eh bien, eux, ils nous disent ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, et on ne change pas. Arrive un misérable petit virus fait de quelques brins d'ARN, et lui, il arrête tout. En quelques semaines, il arrête tout. Fini, on ne prend plus l'avion, tout le monde est confiné, l'humanité entière se retrouve bloquée. Les compagnies, tout s'arrête. L'économie s'arrête, tout est bloqué. Alors évidemment, on a un petit peu amélioré, on a trouvé des possibles. Mais qu'est-ce que c'est? Un misérable virus, enfin à l'époque il était misérable, maintenant il y a beaucoup d'études sur lui, mais il était inconnu au bataillon, eh bien, a interféré avec le temps des sociétés humaines qui est réputé être le temps de la croissance économique. Eh bien, la croissance économique, paf, arrêtée d'un coup. Qu'est-ce que c'est sinon une interférence d'un paysage-temps où vous avez des virus, des microbes qui croisent notre temps social, notre temps économique. Et si on examine un peu, si on étudie les cycles des virus, c'est ce qu'on fait. On a été obligé de le faire. On a étudié le cycle de ce virus qui mute sans arrêt et qui nous ramène une nouvelle crise sans arrêt. On est obligé de s'adapter au temps du virus. Voilà. On a appris dans cette crise
on a appris ce que c'est qu'un paysage-temps. On a appris que c'est que notre temps et nos projets sont sous la dépendance, non seulement du temps du virus, mais aussi du temps des saisons, puisque ça se propage moins quand il fait beau que quand on est tous confinés dans des salles comme, etc. Que ça va. Bon, on est en train d'apprendre le paysage-temps. Et nous tous, citoyens, on doit apprendre à vivre le temps autrement, non pas comme le temps de la chronologie, qui va soit vers la flèche, soit vers le progrès, soit vers la catastrophe. Je ne nie pas que ça existe, ce temps-là. Il existe. Mais je crois que nous avons à apprendre à vivre un autre temps et penser un autre temps, qui est le temps de la composition des multiplicités, des lignes temporelles différentes. Il n'y a aucune raison, le virus SARS-CoV-2, il n'en a rien à faire du temps chronologique. Il s'en fiche éperdument. Lui, tant qu'il y a des hôtes qui sont là et qui peut habiter chez des hôtes et se répandre, d'une manière générale, les virus, les microbes, ils se fichent pas mal de notre temps de la croissance économique et du temps chronologique. Ils s'en fichent éperdument. Gaïa, qui est la planète, elle se fiche éperdument de notre temps chronologique. Elle, même s'il y a un collapse des sociétés, eh ben, elle continuera. Elle sera là. Oui, donc nous avons à développer une intelligence des temporalités, hein, c'est ça. Donc quand on dit intelligence des temporalités, c'est aussi une compréhension des temporalités, voilà, pouvoir les appréhender. Et donc voilà, linéaire, circulaire, subjectif, hein, aussi. Vous avez parlé du temps subjectif, donc ça on doit en tenir compte. Il y a une subjectivité des temps, donc les temps humains et puis les temps non humains. Oui. Voilà. Alors dans les notions que vous abordez aussi dans votre livre, il y a, alors c'est une jolie expression, vous l'appelez en fait, oui, le maintenant, donc la main tenant, hein, Oui. voilà, donc qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de la possibilité d'action. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette notion-là? Oui, quand je dis qu'il faut refocaliser sur le maintenant, sur le présent, c'est pas du tout une invitation à dire je m'en fous, hein. Moi, je mène ma vie, je continue, et puis les générations futures, ils verront bien. Hein. C'est pas ça. C'est pas prôner un hédonisme comme Trump, en gros, hein, disant America first, et puis allons-y, dépensons tout le pétrole, tout le gaz de schiste. On se fiche pas mal des effets que ça va produire. C'est pas une invite du tout à dire les générations futures, on s'en fiche. Le maintenant, c'est plutôt pour reprendre prise. C'est pour ça que la notion de tenir en main. Et pour reprendre prise, eh bien, il faut refocaliser sur le présent. Il y a toujours des possibles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul futur programmé. Il n'y a pas un seul destin. Il n'y a pas une seule voie. On peut, peut-être pas au niveau global, mais on peut au niveau local avoir des prises. On peut localement, régionalement, faire advenir un autre futur qui ne sera pas le plus 2 degrés en 2050. On le peut localement, parce que localement, on peut recomposer les temporalités. On peut recomposer les systèmes de transport. On peut recomposer les systèmes d'habitat. On peut organiser des flux et des cycles et pour vivre ensemble avec les animaux. On l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement. Les animaux qui revenaient habiter les espaces, etc. Et on peut recomposer des paysages comme ça. Donc l'idée, c'est ça. C'est soyons attentifs au possible au lieu de nous projeter dans un futur et de faire des modèles mathématiques avec des grands plans et de voir si ces modèles, on peut les atteindre ou pas. Voilà. Et donc c'est une leçon très modeste de ressentir le présent aujourd'hui et d'essayer de voir ensemble, localement, comment on peut gérer pour faire que le futur collapsiste ou le futur unique
la ligne unique du temps, eh bien, on la fasse dévier et qu'on compose autre chose. Oui, donc là, il y a bien une notion de temps-paysage relocalisé en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Et la notion de paysage, c'est toujours local. Et on ne peut pas penser le temps à l'échelle globale. Chronos, oui, ça c'est le temps global. C'est le temps de la physique. C'est le temps global. Mais je pense qu'il faut penser autrement et vivre autrement le temps surtout, en jouant en étant à l'écoute des temporalités. Pourquoi ? Parce que je parle trop, non ? Il faut que je c'est très bien, mais on va bientôt. Non, c'est très bien. Non, mais là, le cadre est bien posé. Il y a une métaphore que j'emprunte, que j'aime bien, et qui est bon. Les gens qui savent penser le temps, finalement, c'est les musiciens. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont deux concepts de temps. La musique, c'est du temps. Et quand en musique, il y a deux concepts, il y a deux rapports au temps. Il y a le temps du métronome. Voilà. Tac, 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 tac. C'est le temps de l'horloge. C'est le tempo. Mais il y a aussi le rythme, la cadence. Si je chante une valse, c'est un rythme à 3 temps. Ta, 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 ta. Je peux, quand Brel disait la valse à 1000 temps, en fait, ce n'était pas une valse à 1000 temps, c'était une valse à 3 temps. À 3 temps au sens de la cadence, du rythme. Mais il la joue au métronome de plus en plus vite. D'accord ? Mais voilà. Or, on a ces deux rapports au temps. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul temps avec simplement des variations de tempi, de tempo. Or, c'est ce que dit l'Anthropocène. L'Anthropocène dit on a fait une grosse bêtise, nous les humains, on a libéré trop de carbone et il y a eu une grande accélération depuis la révolution industrielle et du coup, on est rentré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque qui est l'Anthropocène. Mais il ne considère toujours qu'un seul temps, qui est le temps chronologique. Mais dans la nature, il n'y a pas un seul temps. La nature, elle a plein de temps. Et il y a le temps il y a des cycles. Il n'y a pas que le temps chronologique. Et donc, redevenons attentifs au temps de la nature. Redevenons attentifs, sortons du cadre chronologique pour prêter attention. Si vous écoutez les chants d'oiseaux, il y a de très beaux livres de Rachel Carson, qui a été l'origine du mouvement écologique, qui est Le printemps silencieux. Elle dit, le printemps est silencieux, il n'y aura plus d'oiseaux. Mais on a effectivement désertifié le monde. Non seulement avec les pesticides, mais aussi parce qu'on ne sait plus écouter les chants d'oiseaux. On est tellement pris dans le régime chronologique qu'on ne sait plus écouter les chants d'oiseaux. Écoutez les chants d'oiseaux, chaque espèce a son rythme. Chaque espèce a son rythme. Donc, dans l'univers, dans la nature, il y a des rythmes différents. Eh bien, sachons les écouter. Arrêtons de désertifier la planète avec le temps chronologique. Réécoutons les chants d'oiseaux, c'est-à-dire réécoutons les cycles de la nature. Réécoutons les rythmes de la nature. Et il y a quantité de rythmes. Il y a des rythmes géologiques, il y a des rythmes biologiques, il y a des rythmes musicaux, il y a plein de rythmes. Eh bien, sachons les écouter et sachons les composer. Oui, vous avez évoqué la musique, mais il y a aussi, alors vous faites une référence aussi qui est intéressante à Virginia Woolf et ses patchwork de réminiscence. Donc oui. Ça, c'est une façon aussi de vivre une expérience de temps-paysage. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Ça veut dire que nous pouvons accéder en fait à des expériences de temps-paysage. On peut accéder. Moi, j'ai beaucoup été influencée, enfin aimé les livres de Virginia Woolf et notamment la petite collection d'essais qui est rassemblée sous et c'est des essais qui ont été posthumes, puisque vous savez qu'elle s'est suicidée finalement, qui s'appelle Moments of Being et qui est traduit en français sous le titre Instant de vie.
Dans ces petites nouvelles, ce sont des toutes petites nouvelles, elle raconte des moments de vie. Et c'est des moments de présent et de présence au monde, d'intense présence au monde. Elle dit, dans le coton, le cours du temps quotidien, cotonneux, qui est un sorte où on ne sent même pas le temps passer parce qu'on est pris dans le coton de la vie quotidienne, eh bien, il y a des rares moments qui sont des moments d'une grande intensité. Et ces moments d'une grande intensité, ce sont des moments où on est complètement immergé dans le présent. On n'est pas projeté dans le futur, on n'est pas à regarder le passé. Ils sont chargés du passé, mais c'est des moments lourds de passé, mais où on vit pleinement l'instant présent. Et je suis sûre que vous avez tous éprouvé ces moments-là. On en a tous vécu. Et ben voilà, ce sont des moments qui sont des moments d'immanence complète. C'est-à-dire qu'on s'immerge dans le présent. On habite le temps. Au lieu de regarder le temps de loin, comme quand on fait du temps chronologique. Quand vous dites, il y a le temps chronologique, il y a eu les Homo sapiens, il y a eu les Néandertals, Homo sapiens, et puis il y aura l'homme postmoderne peut-être. Vous regardez le temps de loin. Vous vous mettez hors du temps pour regarder le temps. Un peu comme, vous savez, on a regardé la Terre dans les années 60 des satellites. Vous vous rappelez l'image, la Terre comme une bille bleue, le blue marble, hein? Vous avez tous cette image en vue. Et on a eu l'impression qu'on voyait la Terre de loin, à distance, parce qu'on sortait de la Terre pour la regarder. Et on a un sentiment de domination. Eh bien, on fait pareil avec le temps. On se donne un poste, on regarde la Terre de nulle part, ou des satellites. De nulle part, eh bien, nous, on regarde le temps de nulle part, de nul temps. No when en anglais. Au lieu de dire nowhere, on peut dire no when. Eh bien, voilà, c'est ça. Le temps chronologique, ça consiste à regarder le temps par un privilège d'extratemporalité. Mais on n'a aucun privilège d'extratemporalité. On est des humains, on fait partie de la nature. Et l'Anthropocène, c'est précisément qu'on en fait tellement partie qu'on est devenu une force géologique de la nature. Donc, on a un message complètement contradictoire aujourd'hui. On nous dit, vous êtes devenu une force géologique, une force géophysique. Les humains sont devenus une force géologique. Et en même temps, on nous dit, mais vous êtes extratemporel. Vous pouvez créer une nouvelle époque. Vous pouvez introduire une nouvelle époque. Mais enfin, ça ne va pas. Si on est vraiment immergé dans la nature, eh bien alors plongeons dans le temps et composons les temps multiples. Voilà, donc le cadre étant parfaitement posé, merci. Eh bien, je vous propose qu'on ait un premier échange de questions. Ben voilà. Donc oui, Patrice Landry va passer le micro. Oui. Si. Bonsoir et merci beaucoup pour tous vos éclairages qui sont extrêmement enrichissants. Me venait une réflexion au début de votre intervention là, sur la question du climat. Moi, j'ai l'impression quand même que le temps découpe l'espace parce qu'en dehors d'un tipping point, les grands points de basculement, là, où ça serait une catastrophe globale finalement qui arriverait assez vite à l'échelle des temps géologiques, on a un découpage des catastrophes. C'est-à-dire que les catastrophes climatiques, il y en a en Syrie, il n'y en a pas chez nous, quoi. Il y en a au Sahel, il n'y en a pas en Bretagne. On ne vit pas tout à fait les mêmes choses. Et donc, quand on dit que l'excès de gaz à effet de serre provoque un réchauffement, etc., on a quand même une vision un peu linéaire des choses. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une accumulation et que le réchauffement, il se fait tout doucement. Chaque année, on prend un dixième de degré. Et puis,
Voilà, donc il y avait cette première notion là, du temps qui découpe l'espace. Et puis, pour reprendre tout à la fin de votre propos, le fait de prendre conscience que l'humain est une force géologique, donc dans la notion d'anthropocène, est-ce que ce n'est pas un privilège d'extratemporalité, puisque ça permet d'en sortir pour prendre conscience finalement? Exactement. Je pense que, alors pour effectivement, les auteurs de l'Anthropocène, les premiers, notamment Paul Crutzen et puis Bill Stephen, qui est leur grande idée, c'est l'Anthropocène résulte d'une grande accélération de plusieurs variables, hein, une accélération qui est à la fois humaine et naturelle, enfin je veux dire dans les sociétés humaines et dans les phénomènes naturels. Donc, et ça produit des effets non linéaires avec ce fameux tipping point. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où ça s'accélère, et puis quand ça s'accélère, c'est une courbe avec un point d'inflexion. Et à ce point d'inflexion, eh bien, soit c'est la catastrophe, soit ça part comme ça, en flèche. Et voilà, ça sera les surhumains, etc. Et l'espoir de Paul Crutzen, en particulier, et de Stephen, qui sont les premiers à avoir présenté l'hypothèse de l'Anthropocène, c'est vraiment qu'il va falloir redécoupler. L'article fameux où il présente la grande accélération, qui a été publié en 2006, eh bien, se termine par ces mots « Great Decoupling » or « Great Collapse ». C'est-à-dire qu'il faut redécoupler le temps des humains et le temps de la Terre. Il faut redécouper l'histoire de la Terre de l'histoire humaine. Mais désormais, ces histoires se sont enchevêtrées, puisque depuis la révolution industrielle, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on a provoqué des désastres climatiques. Eh bien, il faut redécoupler. Redécoupler, c'est-à-dire reséparer les humains de la Terre. C'est-à-dire il faut se remettre en position d'extériorité par rapport au temps de la Terre. Et c'est tout le contraire de ce que prônent les sciences humaines qui se sont emparées de l'Anthropocène, qui disent au contraire, il faut qu'on habite la Terre et qu'on travaille avec cette notion que nous sommes des terriens. C'est la fameuse phrase de Bruno Latour, nous sommes des terriens. Nous sommes des terriens et nous sommes des terriens et nous habitons une zone très petite même de la Terre qu'il appelle la zone critique, qui est entre le sous-sol et l'atmosphère. Voilà. Et donc c'est une toute petite zone. Et nous avons à rendre cette zone habitable, à l'habiter, à la maintenir habitable. Voilà, Gaïa, c'est cette toute petite zone critique. D'autres questions, oui. Merci. Merci pour vos commentaires. Vous parliez tout à l'heure de tout ce qui était... pas assez haut, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de tout ce qui était temps chronologique et qu'au contraire, on avait besoin de se poser et reconsidérer, du coup, de ce que j'ai compris, la notion de comment on habitait, pouvoir apprécier ce qu'on a sur l'instant présent et pas toujours vouloir plus. Et je comprends cette notion-là, d'ailleurs, bien sûr. Et comment est-ce qu'on ferait pour l'apporter à des milieux qui vivent de ça, notamment, je pense, à notre gouvernement, à aussi toute notre économie, parce que c'est quand même toute une industrie qui fonctionne sur ce principe. C'est tout ce qui est traders qui sont sur leurs ordinateurs et du coup qui influencent tous les auto-entrepreneurs ou toute l'activité économique quelque part. Et aussi, on a de l'autre côté du prisme les milieux plus populaires qui, eux, n'ont pas assez de recul et sont
pris de court face à cette évolution et en veulent toujours plus parce qu'ils n'ont pas cet écart-là et qui sont un peu sous cette contrainte. Et notamment, ils sont sous cette contrainte vis-à-vis du prix, vis-à-vis de leurs moyens à eux, parce que c'est bien de pouvoir s'arrêter sur le temps, mais ça a un coût. Ça a un coût de pouvoir s'arrêter, de ne pas... comment dire, de faire un métier qui vous prendra moins de temps, mais quand j'ai déjà toute une famille à nourrir et que je suis sur la charrette, du coup je veux également prendre des produits qui eux-mêmes me coûtent moins cher, mais si jamais me coûtent moins cher, c'est parce que derrière il y a une industrie de production toujours de haute pointe, et parce que c'est une industrie de haute pointe, ça va réduire mes coûts, mais pour réduire aussi ces coûts-là, ça va être des ingrédients de moins bonne qualité. Enfin bref, genre... cet enchaînement à la chaîne. Oui, il y a un enchevêtrement, effectivement, entre ces deux pôles, ceux qui sont aux manettes, si je peux dire, et qui ont la vue globale, et puis ceux qui, dans la vie quotidienne, ont à gérer localement le temps et qui dépendent de ces visions globales. Et je pense que, en grande partie, la notion justement de temps-paysage, c'est redonner la parole et redonner plus de poids au local. Le paysage, c'est toujours local, c'est un pays. C'est ancré dans une localité. Or, je crois qu'on vit dans un monde global et que c'est ce monde global qui est en train de s'effondrer. Il n'y a pas de doute. On y est déjà. On est déjà dans l'effondrement. Et c'est localement, mais ce n'est pas la première fois que ça s'effondre. Les historiens, il y a des historiens de l'effondrement qui ont montré qu'il y a eu l'effondrement de l'Empire romain, l'effondrement de l'Empire byzantin, l'effondrement de... C'est pas la première fois. Hein. Et il y a les Amérindiens, ils ont vécu l'effondrement de leur civilisation et même un génocide, puisqu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Eh bien, aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent des leçons face au climat. C'est eux qui nous montrent comment on peut s'adapter au climat. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont survécu à des effondrements. Donc, notre monde global est en train de s'effondrer. Mais localement, il y a de la ressource. Localement, si on apprend à être attentif et à composer les temporalités diverses, on n'est pas seuls habitants de la Terre. On habite la Terre avec des animaux sauvages qui propagent des épidémies, avec des produits toxiques qui circulent, que ce soit des produits naturels ou des produits que nous, on a fabriqués, qui circulent. Voilà, ben, il faut apprendre à vivre avec eux. Et quand je dis habitants de la Terre, je n'entends pas que des vivants. J'entends aussi les molécules des produits toxiques qui ont leur cycle, qui disparaissent pas, etc., etc. Et donc, c'est reprendre en main ce local qui est important. Oui, en lien avec votre question, d'ailleurs, il y a ce qui est le système productif, hein, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi un système productif qui produit des objets périssables, enfin, voire qui sont destinés à ne pas durer longtemps, hein, donc cette fameuse obsolescence programmée. Donc, ça veut dire qu'il y a un système qui est peut-être un peu moins qu'avant fondé là-dessus, mais qui a été construit comme ça. Et donc, ça veut dire qu'aussi, certainement, ça induit des relations au temps très particulières. Peut-être ça joue d'ailleurs sur la perte de points de repère que vous évoquiez. Hein. Ah oui. Oui. Voilà, donc, des civilisations, hein, parce qu'il y a donc des civilisations qui ont disparu, qui se sont effondrées, mais beaucoup de civilisations ont été fondées sur des matériaux, en quelque sorte, hein, l'âge du quelque chose, du fer, etc. Et donc, peut-être l'âge aussi, c'est une composante de l'Anthropocène, certainement, l'âge des objets qui ne durent pas. C'est ça aussi. Ça, c'est l'âge des plastiques. Hein. L'âge des plastiques, c'est l'âge des choses qui ne durent pas, des choses éphémères, qui sont fabriquées exprès pour ne pas durer. C'est les objets à usage unique, hein, qui sont, en principe, qui devraient être bannis maintenant. Hein. Notamment les sacs plastiques à usage unique. Normalement, ça devrait être banni.
tous ces objets qui sont fabriqués explicitement pour ne pas durer et pour alimenter la croissance économique indéfinie. Parce que c'est volontairement, ou la vaisselle jetable. Hein, tous ces trucs-là qui sont, et qu'on a développé au XXe siècle avec tout un système social qui va avec. Parce que c'était réputé plus hygiénique aussi. C'est effectivement plus hygiénique. C'est vrai qu'on imagine mal des seringues. Vous imaginez quand il faut laver, faire bouillir des seringues au lieu de les jeter, c'est beaucoup plus facile. Et tous les tests qu'on fait là tous les jours à tour de bras, imaginez si on devait les faire avec des choses non jetables. Ça serait impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui nos modes de vie, on ne peut pas les transposer avec des objets qui soient durables. C'est tellement on a pris l'habitude d'avoir des objets jetables. Or, des objets jetables, c'est quelque chose qui est non seulement catastrophique pour l'environnement, on est alerté maintenant pour les plastiques, mais seulement pour les plastiques. Et il faudrait alerter pour d'autres choses, il n'y a pas que les plastiques. Mais c'est socialement catastrophique aussi. Pourquoi ? Parce que une société, elle vit à travers la mémoire des objets. C'est Hannah Arendt qui explique ça de manière remarquable dans La condition de l'homme moderne. Quand elle distingue les 3 types de vie. Il y a la vie de la consommation. Alors c'est des cycles de consommation. On produit des objets pour les consommer. On produit, par exemple, l'agriculture produit des objets qu'on mange. Voilà. Et donc ceux-là, ils ont un cycle de vie très court. D'accord ? Tandis que la technique, l'industrie, produit des objets durables, en principe. Et ces objets durables, par exemple les meubles, normalement, ils survivent à une génération, ils passent à la génération suivante. Et il y a un 3e niveau qui est la vie politique, la vita activa, la vie politique qui, elle, se passe sur l'agora ou au Parlement et on discute, on parle, mais il n'y a rien qui reste. On fait des lois, certes, on fait des institutions, justement, mais on est toujours à courir après le temps pour essayer de faire durer. Et donc, elle montre que les sociétés deviennent cohérentes, les sociétés vivent grâce aux objets. Et c'est les objets qui font la mémoire des sociétés, et c'est les objets qui font que les sociétés peuvent durer. Eh bien, on a perdu ça au XXe siècle. On a perdu ça, on a non seulement pollué l'environnement et rendu la plupart de la planète inhabitable, parce que maintenant, il y a du parabène partout, il y a des perturbateurs endocriniens partout. Dans tout organisme vivant aujourd'hui est plein de produits toxiques. Mais en plus, on a détruit cette durabilité sociale. Oui. Et puis donc dans votre remarque aussi, ou dans votre question, commentaire, il y avait aussi le fait que les conditions de vie, conditions sociales, etc., peuvent évidemment rendre difficile justement cette refondation du temps. Hein, c'est bien ça. Hein. Voilà. Alors il y avait une question aussi, voilà. Là, derrière. il y a une question. Oui, vous parliez. Je ne voulais pas parler de ça, mais c'est pas grave. Je vais rebondir sur les objets connectés. Là, vous parlez du statut de l'objet. Là, on va carrément changer. Les objets connectés, ils vont nous dorloter, ils vont nous surveiller, ils vont être avec nous, ils vont nous parler. Et là, on va tout à fait changer de statut depuis le Néandertal et avant. Hein. Oui, là, on fait une bascule. Mais ma question, il y a déjà ça qui est inquiétant, mais c'est d'ailleurs lié. Dans l'accélération technologique par le numérique, on va tout droit vers ça. Hein. On est en train d'envoyer des satellites 40, 50 000, c'est carrément l'espace qu'on est en train de polluer. Ionosphère, et ça, on n'en parle pas. Hein. On admire M. Elon Musk, oui. Hein, d'accord, très à la mode, mais en fait, c'est un criminel. Oui. Ce qui m'inquiète, c'est que fatalement, il va y avoir une tension
de plus en plus accentuée entre finalement une sorte d'intériorité spirituelle absolument presque obligatoire pour survivre, hein, et puis cette espèce de techno-totalitarisme qui est en train qu'on nous impose de fait. Oui. Voilà. Et si on prend l'exemple d'un Chinois, imaginons un pauvre Chinois, hein, avec sa culture. Hein, comment peut-il Les pauvres, ils sont confinés aujourd'hui. Oui, mais comment le pauvre peut-il être assis, immobile, dans le silence, etc., dans sa montagne, dans son paysage, puisque vous faites référence à François Julien, etc. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Or, notre devenir, j'espère qu'il ira vers les taoïstes, mais pour l'instant, on a plutôt tendance à aller vers les Chinois. Sur la question du numérique, oui, parce qu'on peut aussi élargir cette question, parce qu'effectivement, il y a la question du numérique, c'est ça. Donc, en fait, fondamentalement, il y a aussi cette question du numérique. Est-ce que le numérique ne nous éloigne pas aussi de la matérialité et donc fausse aussi un certain nombre de conceptions, hein. Il y a peut-être ça aussi qui est en arrière-plan de tout ça. Hein. Oui, ce que vous disiez, les objets connectés, en fait, c'est un univers et en même temps, ils sont presque plus matériels, ces objets. Ils sont tellement intelligents qu'ils sont à peine matériels, ou leur matérialité est considérée comme négligeable. Et ça, c'est, de mon avis, ça va de pair, c'est cette illusion qu'on a, et d'ailleurs on le disait, dans les années 1980-90, on annonçait la dématérialisation de l'économie. La dématérialisation de l'économie, et on parle encore de dématérialisation de l'économie, et c'est un leurre complet, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que même si on consomme moins de papier parce qu'on communique comme ça, et même si on dématérialise une partie de l'économie, en réalité, on s'est borné à délocaliser nos industries. On les a envoyées dans les pays du Sud, et comme ça, on ne polluait pas chez nous. Et les déchets, notamment les déchets digitaux, on les envoie dans les pays du Sud, et on continue à nous obliger à acheter des smartphones, on continue à changer d'un smartphone tous les 6 mois ou tous les 15 mois, ou je ne sais pas quoi, à changer d'ordinateur, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on est pris dans une société, on est obligé de s'exclure de la société si on refuse ce modèle, à moins que localement on arrive à faire des alter-économies. Or, c'est un peu quand même ce qui se met en place avec les circuits courts, avec un certain nombre de choses. Il y a beaucoup d'inventivité. Simplement, ces inventivités, comment peuvent-elles, petit à petit, comment ce qui est alter peut devenir un modèle plus global. Je doute qu'on arrivera, si on globalisait l'alter, ça serait aussi dictatorial d'ailleurs. Il faut que ça reste local, mais il faut de l'inventivité locale. Oui, donc dématérialisation, effectivement, nous éloigne d'une certaine réalité, évidemment, mais c'est aussi ne pas ignorer que la dématérialisation, donc le numérique, etc., a besoin de nombreux matériaux et qu'on en fait, et d'énergie. Et on fait l'impasse là-dessus, hein, c'est bien ça. Oui. On fait l'impasse et sur les matériaux et sur la quantité d'énergie, d'électricité, donc de sources d'énergie par derrière qui sont nécessaires. Une question par là. Oui. Tout au début, une question là. Vous avez parlé du temps et de l'accélération. Je trouve ça intéressant. Ça me faisait penser au temps en tant qu'unité de mesure. Et on est une époque où on mesure tout le temps, extrêmement et de plus en plus. Et je me demandais si ça n'avait pas quelque chose qui se rapprochait. Est-ce que c'est parce qu'on mesure beaucoup qu'on a l'impression que ça accélère beaucoup? Si on mesure moins, on est moins tendu, on est moins. Par exemple, si on s'éloigne du temps médiatique. C'est vrai. On est moins dans le temps, on est moins dans l'urgence, même si elle est quand même là, je pense, parce qu'il y a un effondrement de la biodiversité, etc., du climat, etc. Mais si on mesurait moins, est-ce que le temps serait plus lent ou il y aurait moins de tension, d'accélération, comme vous parlez au début? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que cette notion du temps qui est devenue une unité de mesure, même de mesure de l'espace, hein. J'habite à 5 minutes.
Je ne dis pas j'habite à 200 mètres, je dis j'habite à 5 minutes. Et donc, le temps est devenu l'unité de mesure même de l'espace. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est de l'argent dans le capitalisme. Hein, voilà. Et c'est donc, en fait, c'est tout est monnayé. Tout est monnayé. Et c'est vrai que, d'une manière générale, si on mesure moins, mais on est dans une civilisation de la mesure, de la quantification de soi-même. On quantifie tout. Voilà. Et alors, mesurer, c'est pas forcément quantifier, ceci dit. Hein. On peut avoir des mesures qualitatives. Et moi, j'inviterais beaucoup qu'on ait des mesures qualitatives du temps. C'est-à-dire, non pas une mesure quantitative, purement chronologique, en secondes, mais des mesures qualitatives avec des variétés de temps, avec un spectre de temporalité, d'unité de temps. Comme les Moments of Being de Virginia Woolf. Il y a un flot de questions. Il y a une question là. Alors, vous voulez commencer ? N'importe. Non, vous avez le micro, allez-y. Okay. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque globale. Il y a beaucoup de choses qui fusent en fait depuis tout à l'heure, et c'est plus pour évoquer le paradoxe. Le paradoxe qui est exprimé par l'expression l'urgence de ralentir, que peut-être certains ont voilà. Il y a l'urgence de ralentir, donc on se dit oui, d'accord. Enfin voilà, donc ça a des questions. On a aussi le fameux solution locale pour un désordre global que vous connaissez aussi évidemment. Et moi là, ce qui me vient immédiatement, c'est bah oui, en fait, on pense que c'est dans 2050, mais non, c'est dans 3 ans maximum. Et effectivement. Moi, je ne vois pas personnellement d'autre chose qu'un changement de paradigme global et une modification quand même assez, oui, j'ai envie d'employer ce terme-là, assez radicale, sans lancer une polémique sur ce terme. Et voilà, c'est pour ça que même si on peut avoir ce privilège de conserver ou de préserver cette notion de temps subjectif, il y a toujours, comme l'évoquait l'intervenante précédente, cette tension qui nous ramène à une pression du temps social. Comment arriver à conjuguer l'intériorité d'un temps subjectif avec un temps social ? Comment arriver à construire politiquement la cohabitation entre les différents temps sans se laisser piéger par une forme de temps qui est nuisible. Voilà, le temps à la Chaplin qui nous broie un petit peu, quoi. Un petit peu beaucoup. Merci. Oui, je pense que comment ne pas se faire piéger, effectivement, parce que d'une manière générale, c'est le temps social qui nous gouverne, enfin qui nous enrégimente, qui nous oblige à avoir un emploi du temps extrêmement précis. Mais je recuserai la distinction entre temps subjectif et temps objectif. C'est plusieurs temps, mais ils sont tous aussi subjectifs. Le temps je sais pas moi, le temps du virus, est-il subjectif ou objectif ? Hein ? Il vit sa vie, ce virus. Hein ? Voilà. Tout le monde est subjectif d'une certaine façon. Voilà. Donc, il faut se défaire de la distinction sujet-objet, je pense, pour penser une vraie multiplicité de temporelle. Et si on se donne comme objectif la composition des temps, la cohabitation, c'est un refus des paradigmes. C'est un refus des visions globales et surplombantes. Et ça, je pense que c'est extrêmement lié au problème on est en quelque sorte aujourd'hui prisonnier de cet univers global qui est advenu depuis la globalisation. Ça a commencé il y a un siècle à peu près, même peut-être plus que ça. Mais enfin, on est prisonnier aujourd'hui et on étouffe de cette globalité. Et tout ce qui m'inquiète, moi, c'est que aujourd'hui, toute la recherche scientifique est tournée vers la maîtrise du global, alors qu'il y a beaucoup de choses à inventer dans la maîtrise du local.
Et c'est ça que je trouve... et là, il faudrait vraiment un changement des programmes de recherche, etc. Pourquoi tout l'argent va-t-il au modèle mathématique de global plutôt qu'à la recherche agroécologique locale et des choses comme ça? Bon, j'exagère quand je dis tout l'argent, mais je veux dire qu'il y a un privilège du global sur les solutions locales. Pourquoi? Parce que les solutions globales, on a l'impression qu'elles vont s'appliquer partout et qu'on aura la solution. Voilà. Et tandis que des solutions qui sont locales ou des compositions qui sont locales, elles ne sont pas forcément transposables. Ce qui peut être valable dans la région de Nantes n'est pas forcément transposable en Occitanie ou ailleurs. Voilà. Et donc, ça coûte plus cher. C'est plus difficile. Très bien, donc on va prendre encore votre question, oui. Oui, bonsoir, merci. La question était très pragmatique, en fait. C'était pour vous, quand vous parlez de local et de solutions à envisager au niveau local, c'est quel périmètre, quel est le bon périmètre? Et puis, il y avait une autre petite question, c'est dans vos propos, quand vous parlez du temps, enfin, j'ai peut-être mal compris, mais je trouve qu'on ne voit pas assez le temps collectif dans l'accélération que l'on vit, que l'on subit. En fait, je trouve qu'on a malheureusement de moins en moins de temps pour se parler les uns et les autres, pour se connaître, et moins de temps pour se rencontrer. Peut-être que dans votre notion de temps paysage, où finalement on est une partie prenante d'un écosystème, c'est prendre ce temps collectif. Et donc, je pense que c'est aussi une des solutions, c'est de prendre le temps de se parler, de s'écouter et de regarder différemment. Oui, vous avez tout à fait raison. Le temps paysage, ça implique une capacité d'écoute. C'est le temps de la parlotte. C'est le temps, effectivement, de la parlotte, voire de la palabre. Pourquoi? Parce que c'est une attitude qui est de diplomate, de diplomatie. Vous vous rappelez quand la pandémie a commencé, que notre président de l'époque, et qui est toujours notre président, a déclaré qu'on est en guerre contre le virus. Et je me rappelle, moi, j'ai fait un article furieux là-dessus en disant « mais on n'est pas en guerre contre un virus. Il faut faire preuve de diplomatie avec un virus. Le virus, il est là, il suit son bonhomme de chemin. Et il faudra apprendre à vivre avec. Or, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? On apprend à vivre avec. Voilà. Et donc, il faut du temps de parlotte, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute du virus. Enfin, c'est stupide de se dire ça, mais il faut apprendre à le connaître, à l'écouter. Voilà. Et vous avez raison, c'est quelque chose qui demande une attitude de soin, non pas de domination. L'attitude militaire, c'est l'attitude de domination. On va le vaincre. On va war on cancer. Vous vous rappelez? On n'a jamais vaincu le cancer. On a appris à vivre avec des cancers. À en guérir certains, à améliorer les conditions des gens qui en ont, etc. Voilà. C'est passer d'une attitude de domination, très mal d'ailleurs, très masculine, à une attitude de soin. De prendre soin, de faire attention, plutôt de l'attention ou du soin. Et pour faire un temps paysage, il faut prêter attention au temps des autres, au temps des gens avec qui on vit, mais il faut faire aussi attention au temps des objets qu'on utilise, ne pas acheter des choses qui se périment en 15 jours. Voilà, faire attention, c'est un art de l'écoute et de l'attention. Très bien. Je voulais juste savoir si, pourquoi vous parlez le temps de paysage local, pourquoi vous pensez qu'il n'est pas possible de le faire de façon plus globale? Est-ce que ce serait juste parce qu'on est trop nombreux sur Terre, ou c'est parce que vous pensez que c'est vraiment par la décroissance qu'on peut y arriver, alors qu'on voit bien qu'actuellement, toutes les énergies fossiles qui sont utilisées, elles sont constantes. Elles n'ont pas augmenté, elles sont constantes, mais elles ne baissent pas non plus, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas... si l'homme était tout seul à l'utiliser, cette énergie fossile, c'est pas grave.
on voit que c'est un danger pour la Terre parce on est trop nombreux à les utiliser, ces énergies fossiles. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur oui, si je dis que c'est plus au niveau local qu'on peut traiter ce problème de la crise climatique, c'est parce qu'au niveau global, on cherche toujours la solution. C'est-à-dire comme s'il y avait une solution unique. Alors on commence à en revenir puisqu'on parle aujourd'hui quand même de mix énergétique. On a fait un petit progrès. Donc qu'il vaut mieux avoir un mix énergétique plutôt que de s'appuyer, de penser qu'on va s'en sortir grâce au nucléaire. On dit non, il vaut mieux avoir un mix énergétique. On commence quand même à penser que, d'une manière générale, au niveau global, on a tendance à avoir une vision globale du problème et donc à essayer de trouver une solution globale. Et il me semble que au niveau, si on a une approche paysage, une approche locale, eh bien là, on s'oriente plutôt vers des compositions et des technologies mixtes. Et moi, je pense que de même qu'on est en train de tout numériser, c'est une aberration. Il faut vraiment un mix technologique et surtout pas tout numériser. D'abord parce que s'il y a une panne, ça fout tout en l'air et ça peut arriver. Hein, ou s'il y a un hacker très malin et il peut tout dérégler, et ça peut arriver. On est beaucoup plus vulnérable quand on est dans la solution unique que quand on est dans le mixte. Le mixte, c'est toujours la solution de prudence. Les gens des sociétés du Sud, les agriculteurs des sociétés très sud savent très très bien ça. Sur une petite parcelle de quelques mètres carrés, ils ne font pas de la monoculture, ils plantent toujours plusieurs espèces parce qu'en cas de maladie de l'une, eh bien, on ne sera pas mort de famine. Il y aura toujours un petit quelque chose à manger. Et donc c'est ce mix, cette solution du mixte énergétique ou du mix technologique qui me paraît très très important. Et du mix temporel. Et du mix temporel. Voilà, écoutez, on arrive au terme du temps que nous étions donné. Donc merci beaucoup pour ces échanges, hein, toutes les questions nourries. Merci beaucoup pour toutes les réponses et tous vos éclairages, Bernadette Vincent. Merci aux collègues. Alors oui, donc parmi les ressources que nous mettons à votre disposition, donc il y a aussi une bibliographie qui est en relation avec ce thème, donc il doit rester encore quelques exemplaires papier. Donc il y a notre collègue d'ailleurs documentaliste Clément qui est là, et puis sinon que vous trouverez également sur le site. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc notre prochain rendez-vous est le 11 mai et on parlera de défuturation. Je ne vous en dis pas plus.